avant-dernier épisode de la saison, les amis. Ah bah oui, on est au mois de juin, comme vous avez comme la météo ne vous le confirme pas, et donc il restera après cet épisode-ci encore un épisode. Donc profitez-en, hein, consommez-le lentement et voilà, et profitez. Déjà la fin de la saison 10, et donc par voie de conséquence, bientôt nous aurons 10 ans. C'est dingue, hein. D'un côté, nous avons David en direct de Thaïlande, il fait nuit, il fait chaud. Contrairement à chez nous, sous nos latitudes, hein, nord de la France, Belgique, Sébastien, il fait le froid. À Lille, il fait froid, il pleut. Ce serait un temps parfait pour un 11 novembre, faut être honnête. Je lisais un dessin là tantôt, quelqu'un qui disait on sait qu'on est en été parce que la pluie est moins froide. Ce qui n'est pas tout à fait faux, il faut le reconnaître. Il paraît que les beaux jours arrivent, donc soyez patients. C'est un épisode 452 qu'on vous propose cette semaine avec bien entendu toujours une revue de presse, la revue de presse de mes petits camarades. Ils ont parcouru l'actualité technologique avec leurs yeux à eux, pas les yeux de quelqu'un d'autre, d'un journaliste sur un site technologique ou autre. Non, avec leur façon de voir la tech, c'est ce qu'ils vont partager avec vous d'ici quelques instants. Et puis ensuite, on attaquera un plus gros sujet, j'allais presque dire fourre-tout, même s'il y a quand même un axe important qui sous-tend tout ce dont on va parler. On va parler de lunettes connectées, mais aussi de bagues connectées. C'est ce qu'on appelle les wearable devices. C'est les objets connectés qu'on porte sur soi. Portable, parce que c'est un terme un peu difficile à traduire, mais en général, c'est ce qui correspond le mieux à la définition. Évidemment, c'est plus facile et c'est toujours plus smart en anglais. Moi, je trouve pas. Mais voilà. Donc, bagues, lunettes, mais pas que. On parlera d'autres choses aussi dans cette deuxième partie, dans ce dossier. Mais c'est juste après, et ça je vous l'ai dit, hein, après cette revue de presse qui, comme toujours, s'articule autour d'un abécédaire. Qui commence par la lettre... Non, c'est pas la lettre M, c'est la lettre C qui commence la lettre C. Ce n'est pas juste. Alors, je vais faire comme la semaine passée, c'est les bugs de fin de saison, hein, ça c'est terrible. Je vais faire un petit retour en arrière, si j'y arrive. On va faire ch'tounk, comme ça, et comme ça, nous, on écline au niveau de l'image, vous au niveau du son, ça ne vous pose aucun problème, évidemment. C'est la lettre C, la lettre C comme Chrome, et c'est David qui s'y colle, pour parler de, alors attention à la phrase, attention aux fausses erreurs sur Chrome. J'adore ces doubles négations, on sait jamais ce qui est juste ou ce qui est pas juste. Les fausses erreurs sur Chrome, David, tu vas tout nous expliquer. Oui, des fausses erreurs, donc ce sont des faux messages d'erreur qui donnent l'impression à l'utilisateur que c'est le navigateur Chrome qui leur donne un message d'erreur. Et donc, ce sont des nouvelles menaces qui sont sorties donc les sites qui sont compromis par ce malware proposent à l'utilisateur de copier-coller des solutions qui en fait exécutent des scripts PowerShell. Donc c'est sous Windows. Je n'ai pas vu que Linux était affecté par ce malware. Mais alors, le problème, c'est que les utilisateurs finissent par, avec ces scripts PowerShell, à télécharger et installer des malwares tels que Darget, Matanbushus et NetSupport. La ruse est assez convaincante. Donc, il y a eu plusieurs avertissements qui ont été lancés, dont par Bleeping Computer et j'ai vu ça également dans certains journaux de news en Europe. Je pense qu'il y en avait un en Angleterre. Il faut surtout pas tomber dans le piège. Si vous avez des erreurs sur Chrome, surtout ne téléchargez pas un script, ne l'exécutez pas. Il faut être très très vigilant.
Alors, juste une parenthèse, David. Je crois savoir, parce que j'avais lu ça aussi, mais en diagonale, donc je n'étais pas rentré dans les détails, mais que c'était plutôt le monde anglo-saxon qui était affecté par ce malware. D'ailleurs, le message d'erreur est lui-même en anglais. Donc, si vous êtes sur une machine et que tout est configuré et que votre Chrome vous parle en français, il n'est pas du tout logique que vous ayez une erreur indiquée en anglais. Donc, déjà, c'est un petit appel à la méfiance, si on peut dire, parce que c'est particulièrement vicieux, mais souvent les messages d'erreur, quand ils sont très très bien faits, c'est particulièrement vicieux, parce que effectivement on n'a que 2 choix, et bien souvent sur ce genre de boîte, quel que soit le choix qu'on choisit, on se retrouve gros gens comme devant, comme on dit en bon français. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter par rapport à cette news ou pas. Non, c'est smart, c'est le genre de technique d'hameçonnage qui est assez efficace pour cibler les personnes les plus, j'allais dire les plus naïves, mais c'est méchant, naïves, les personnes moins sensibilisées à ce genre de choses. Je pense à mes parents, par exemple. Toute personne plus âgée, en général, se ferait très facilement avoir avec cela. Le truc, c'est que, mais c'est vrai pour tous les systèmes d'hameçonnage, quels qu'ils soient, par mail ou autre, on a un peu trop tendance, mais même quand on est pro du web ou des tech, etc., un petit peu, si on est un peu distrait, occupé, la tête prise par quelque chose, de cliquer un peu de manière compulsive, en se disant encore. Et nous, c'est vrai qu'en Europe, on est particulièrement rodé au clic compulsif, ne serait-ce que pour l'acceptation des cookies. Quand on arrive sur un site web, puis il y a toujours, à un moment donné, on va vous poser la question de savoir si vous acceptez de voir des cookies, etc. Et donc, on ne les lit plus, ces boîtes-là. Donc, il faut être d'autant plus vigilant, quoi. La seule fois que ça m'est arrivé où je me suis fait arnaquer, c'était un faux mail de confirmation de paiement sur PayPal. Et c'est exactement la situation que tu décrivais. Dans le rush, 15 000 trucs, les enfants, les machins et tout. On reçoit le mail, ok, c'est bon, c'est payé, on va pas vérifier sur PayPal. Et au fait, c'était pas payé. J'ai envoyé un Mac à quelqu'un qui ne l'a pas payé. C'était il y a 15 ans et je m'en veux toujours. Donc oui, il faut toujours prendre un peu de distance, un peu de recul et faire des choses à froid. Et pas faire des trucs dans un escalier entre 2 réunions. Moi, ma technique, c'est que je regarde les mails, je vois qui sont les expéditeurs ou supposés expéditeurs, je saute jamais dessus. Pas sur le téléphone portable. Il faut vraiment cliquer sur le téléphone portable pour aller voir une adresse email. Et c'était mon erreur. Sur le téléphone portable, on voit pas l'adresse email. Et donc, Mais moi, enfin, de nouveau, je suis pas meilleur que quelqu'un d'autre, mais j'ouvre rarement les mails, ou alors je sais la provenance. Alors tu me diras, je peux aussi me faire avoir par une fausse référence connue, mais sur le portable, j'évite justement parce qu'on manque de visibilité. Exactement, l'écran n'est pas assez grand pour avoir toutes les informations et prendre une décision informée, comme on dit. Qu'est-ce qu'il fait, David, pour éviter le problème comme ça ? Il est sous Linux, c'est ça ? Non, moi je lis pas les emails. Tu lis pas les emails, tu les ouvres pas. Tout s'explique. Ça marche aussi. Je viens de comprendre. Bon, c'est une technique comme une autre. Hein, c'est pareil. Si vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans votre boîte aux lettres, vous ne l'ouvrez pas. Et comme ça, vous êtes tout à fait tranquille. Ah ben voilà. Là, on est à la lettre M. Ça me semble beaucoup plus logique de passer de C à M. La lettre M comme McDonald's, Sébastien. On va parler des humains qui prennent votre commande. La commande. Ouais, incroyable. Hein. Dingue. Imaginez, vous êtes en voiture. Un humain prend la commande. Vous avez une petite faim, vous voyez un McDo avec un drive-in, un drive-through, comme on dit en anglais. Si vous lisez les articles qui sont dans les notes du podcast, vous verrez les articles en anglais. Là, on dit drive-through parce que, petite parenthèse, on passe à travers, on ne conduit pas dedans. C'est pas un drive-in, c'est plus logique. Enfin, oui, c'est vrai. On traverse le restaurant. On passe à travers et vous arrêtez à l'écran de commande et vous parlez avec un ou une gentille employée qui prend votre commande.
commande. Eh bien, aux États-Unis, ça va être des vraies personnes qui vont prendre la commande. La nouvelle, c'est que depuis 1 an, 6 mois, 1 an, McDonald's s'était lancé dans un programme de test des chatbots d'IA, un programme qui était censé fonctionner sur 2 ans avec la collaboration d'IBM. Et suite à toute une série d'erreurs, de déboires, de backlash, enfin de retours assez négatifs sur les réseaux sociaux, ils ont décidé de terminer ce programme, en disant toutefois que l'intelligence artificielle reste, et l'intelligence artificielle générative reste une de leurs priorités et est le futur de la prise de commande chez McDonald's, mais juste pas là, maintenant, comme ça a été fait. IBM n'a rien à voir là-dedans, c'est eux qui ont fait le projet, malheureusement. Donc leur nom est associé à McDonald's, oui. mais ça n'a rien à voir avec les produits IBM. D'ailleurs, IBM reste le fournisseur informatique du réseau McDonald's, mais de la franchise McDonald's. Qu'est-ce qui se passait là? Des erreurs, évidemment. Il y a des vidéos assez amusantes sur TikTok de gens qui sont en voiture, qui commandent une glace, et puis on voit qu'il y a du beurre qui est rajouté. Ça m'a surpris d'ailleurs, parce que je savais pas que McDonald's vendait du beurre, ou alors le truc n'a vraiment rien compris. Et il a mis un article qui n'était pas à la commande. Et les gens essayent de dire non, je veux pas ça, enlevez ça, mais rien à faire. Une autre vidéo assez amusante sur TikTok, c'est quelqu'un qui commande des McNuggets, qui veut changer de sauce, et à chaque fois qu'elle dit quelque chose, le truc rajoute des McNuggets, et il y en avait pour plusieurs centaines de dollars de McNuggets. Pardon. Et oui, je m'en étouffe à l'idée d'avoir des paquets et des paquets de McNuggets. D'autres chaînes de fast-food regardent ça de très près, parce que McDonald's étant le plus grand dans quelle que soit la métrique qu'on regarde, le nombre de restaurants, le nombre de clients, le chiffre d'affaires, quand McDonald's bouge, toute l'industrie du fast-food regarde. Il y a d'autres chaînes qui pensent implémenter cela. On parle de Taco Bell, de KFC, de Carl's Jr. Je pense pas que Carl's Jr. c'est en Europe, mais c'est une marque assez connue aux États-Unis aussi. De plus en plus, ça pourrait être un chatbot pseudo-intelligent qui prend la télécommande. Les articles, notamment l'article du Guardian, site web anglais, rappelait aussi qu'il y a eu des scandales liés à ça. Une société qui s'appelait Presto Automation fournissait des services de prise de commande via intelligence artificielle au fast-food. Et au fait, il y a eu un scandale autour d'eux. Donc là, nouveau, rien à voir avec McDonald's, rien à voir avec IBM. Mais cette société-là, Presto Automation, c'était des employés aux Philippines, au fait, qui répondaient, qui prenaient les commandes. Qui prenaient les commandes alors qu'ils avaient vendu ça à leurs clients comme étant de l'intelligence artificielle. On avait déjà parlé de ça, du coût de l'intelligence artificielle, Sébastien, et tu nous avais vraiment convaincus, parce qu'on avait parlé par exemple des moteurs de recherche qui pourraient être efficacement, on va dire, remplacés par des intelligences artificielles. Et tu nous as convaincus en disant ça arrivera peut-être un jour, mais très tardivement, parce qu'il y a un coût qui est bien supérieur à ce que coûte un serveur de recherche, plutôt qu'une intelligence artificielle. Ici, on est un peu dans le même cas, c'est qu'on voit un peu la limite du système, c'est que sans doute qu'il y a plein de boîtes, de start-up qui se lancent en se disant on va faire de l'intelligence artificielle, youpi, la prise de commande dans les drive-in, enfin dans les ou ailleurs, etc. Et puis qu'à un moment donné, ils se rendent compte que la réalité économique leur vient dans la face et ils disent ok, on ne sait pas appliquer de tarifs, c'est impayable, donc revenons à l'humain dans le pays le moins cher possible, évidemment, et mettons des gens derrière. Donc c'est un peu, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. J'ai vu des chiffres passer cette semaine à ce sujet-là. C'est un rapport de 1 à 10 entre un coût d'une recherche traditionnelle sur un moteur de recherche basé sur un index, comme Google, comme Yahoo et d'autres, et un moteur d'intelligence artificielle, ou Perplexity par exemple, qui combine les deux technologies de 1 à 10 fois plus cher. C'est énorme. Alors ça paraît plus complet tout ce qui s'ensuit, mais par ailleurs l'information est la même. C'est juste la mise en forme qui évolue. Donc on peut se douter aussi que offre demande aidant, les prix de fabrication, on va dire, de ces réponses va sans doute peut-être diminuer, mais pas tant que ça, et peut-être pas. Enfin voilà, un rapport de 1 pour 10, c'est quand même. On a encore un peu de temps avant. On a encore un peu de temps, effectivement. Et à un moment donné, c'est à nous qu'on va demander de payer, qu'on va demander des sous. Voilà. Et pendant ce temps-là, Nvidia se remplit les poches, puisque Nvidia est devenue la société la plus valorisée, forte capitalisation boursière au monde, avec plus de 3 milliards.
Oui. Oui, c'est 3 000 milliards, pardon. 3 000. Oui, 3 000 milliards. Oui. David. Oui, maintenant, pour ce qui est des recherches, ça coûte peut-être 10 fois plus en version intelligence artificielle, mais si en recherche normale, il faut en faire 10 pour trouver ce qu'on veut, il faut voir aussi. Ça pose question, oui, oui, peut-être. Parce que pour certaines recherches bien précises, j'utilise GPT-4o et parfois ça me permet en un coup d'avoir la réponse que je veux, alors qu'en cherchant sur Google, facilement 5 à 10 recherches. Oui, après il y a une démarche personnelle aussi. Si tu demandes quelque chose qui nécessite un calcul ou voilà, il va falloir non seulement croiser l'information, mais en plus de ça sortir peut-être la calculatrice ou voilà, et se faire soi-même son modèle, alors que la réponse est peut-être effectivement plus rapide, plus précise via une IA. Mais de nouveau, les usages des uns ne sont pas, c'est peut-être complètement démesuré. Par exemple, de savoir que mange un chat. De le demander à une intelligence artificielle, tu vois, enfin maintenant tout le monde sait ce que mange un chat, tu me diras, mais voilà, ce genre de questions très basiques nécessite peut-être qu'il y aura des systèmes qui repéreront la question, tiens, cette question-là elle est plus compliquée. C'est un peu ce que va proposer Siri d'ailleurs dans sa formule Apple Intelligence ou Intelligence Apple, je sais plus comment ils l'ont appelé. Apple Intelligence. Apple Intelligence, où effectivement Siri dira voilà, je peux répondre à ça, je peux allumer la lumière, etc. Par contre, si tu lui demandes quelque chose de plus compliqué, il dira est-ce que je peux demander à ChatGPT, et voilà, c'est chose à deux vitesses, quoi, un système à deux vitesses. Moi, je pensais plus à des recherches techniques et assez pointues, où l'information n'est pas facile à trouver et on doit chercher à gauche, à droite sur des forums. Là, ça peut vraiment... Je pense que pour ce genre d'utilisation, ça peut revenir moins cher l'IA que des recherches traditionnelles. Mais ça dépend de l'utilisation, en effet. Il faudra peut-être des moteurs de recherche, du coup, à intelligence artificielle, plus ciblés, en fonction du type de recherche qu'on fait. On s'éloigne très fort des driving... Oui, de McDonald's et des McNuggets. De McDonald's, mais parce que c'est le même fond du problème. Hein, c'est quelque part, c'est exactement la même chose. Parce que passer commande, très honnêtement, pour que finalement, ce soit quelqu'un qui la prenne en main et qui dise « Ok, monsieur veut 3 hamburgers, 2 frites et un coca », ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Hein. C'est un peu du luxe ou juste pour être dans l'air du temps ou pour, non, c'est toujours une question de diminuer les coûts. Il y a tout un débat en Californie sur le salaire minimum qui vient d'être augmenté pour cette catégorie d'employés-là, donc les employés de fast-food. Et donc c'est une manière pour McDonald's d'essayer de réduire les coûts en automatisant les tâches qui peuvent être automatisées et garder des personnes juste pour vraiment aller chercher les petits McNuggets, les mettre dans le sac, les passer par la fenêtre. Ou en prévision de la prochaine robot peut pas encore faire. Ou en prévision de la prochaine grande démission, ce qui ira de soi forcément à un moment ou à un autre. Passons à la suite. La lettre N comme Nintendo. On va parler jeux vidéo. Ah oui. Est-ce que Nintendo est en train d'effacer sa propre histoire ? C'est la question que tu poses, David, suite à une news que tu as trouvée et qui concerne les sites qui vendent, je pense, ou partagent les ROMs. Enfin, c'est ça l'idée. Je connais pas grand-chose, moi. Oui. On a fait il y a quelques épisodes de podcast un dossier sur l'émulation. Oui. On a parlé justement des ROM et tout ça. Et ce qui est très marrant, c'est que quelques jours après ce podcast-là, Apple a déclaré qu'il autorisait les émulateurs sur iOS. Et là-dessus, il y a eu un intérêt de Nintendo, de Sega et les autres en disant oui, mais là maintenant qu'Apple autorise les émulateurs, beaucoup de gens vont jouer à nos vieux jeux. Et ça a mis la puce à l'oreille à Nintendo, qui fait déjà la guerre très facilement aux sites de ROM, mais là ils ont fait la guerre à tous les sites de ROM, même pour des ROM qui datent de la NES en 1984, de la Super NES en 91, des sites qui sont comme par exemple il y a un site qui s'appelait Wimsler qui est ouvert depuis 1997. Il a reçu un takedown notice de Nintendo, de Sega et de Lego. Il y a pas mal de sites qui ont été
il y a pas mal de sites qui ont été fermés, d'autres qui ont fermé de peur, parce qu'il y a également eu un procès pour l'émulateur Switch. Donc voilà. Maintenant, Nintendo, en faisant la chasse aux sites qui fournissent des ROM de jeux historiques, des jeux qu'on ne sait plus acheter, qu'on ne sait plus faire tourner à part sur de vieux matériels, comme on en avait parlé dans ce dossier-là, c'est la seule manière de préserver l'histoire, et Nintendo est en train, c'est la question qui se pose, sont-ils en train d'effacer leur propre histoire, ou sont-ils en train de préparer, de revendre les ROM de leurs anciens jeux? Ça, c'est la question qui se pose également, parce que Nintendo, Sega, Sony ont sorti la PlayStation Mini, la NES Mini, la SNES Mini, qui sont en fait tout simplement un petit processeur avec une émulation qui est dessus, mais ils ne fournissent que quelques ROM, très peu, qui sont limités, on peut pas en rajouter dessus, pas de manière officielle en tout cas. C'est la question qui se pose. Maintenant que Apple autorise les émulateurs de façon officielle, est-ce qu'ils sont en train de préparer à vendre le ROM? Ça, c'est une question qui se pose. Quand on dit ROM, je le précise pour ceux qui sont pas très jeux vidéo, mais on disait les cartouches à un moment donné. Hein, c'était ça. Hein, sur les consoles de jeux, il y avait les cartouches avec les jeux. Voilà, c'est ça les ROM. Je crois savoir, et je pense qu'ils ont eu mal à effacer leur histoire. Je crois savoir que la Bibliothèque royale de Belgique essaye de les collectionner. Parce qu'ils collectionnent tout, c'est leur truc. Chaque fois qu'on édite un bouquin, etc., il leur faut une copie parce que c'est une espèce c'est un fonds, une somme de connaissances, etc. Et que le jeu vidéo en fait partie, parce que oui, d'un point de vue historique, quand on remonte à la genèse du jeu vidéo et qu'on regarde l'évolution du jeu vidéo, ça dit beaucoup de nous et de notre société et de nos technologies, de l'évolution des technologies, etc., etc. Et donc il y aura toujours quelque part quelqu'un qui collectionnera. Soit une institution, soit peut-être des particuliers qui collectionneront les fameuses cartouches, les ROM. Donc voilà. Par contre, il y avait un business depuis que ça existe, de partage, d'échange, de revente, etc. On en trouve d'ailleurs aussi des fois sur les marchés, hein, des ROM, des gens qui revendent sur les braderies, comme on dit, qui essayent de revendre leurs vieux jeux. Il y avait quand même un marché qui existait et qui n'est absolument pas hors de contrôle des éditeurs comme Nintendo ou Sony et autres. Mais il y a un souci quand même, c'est que les cartouches, donc les cartouches qui ont cette mémoire à lecture seule, ROM c'est Read Only Memory, donc mémoire à lecture seule. On peut dire aussi flash ou quelque chose comme ça, sauf que les flashs en général, on peut réécrire dessus, mais là on pouvait pas réécrire dessus. Le problème c'est que les tous anciens jeux ont 45 ans. L'électronique peut faillir, les circuits ne plus fonctionner. Les pistes, au plus on avance dans le temps, au moins il y en a qui vont être fonctionnelles. Donc la collection n'est pas une préservation à long terme, et ce sont les copies de ROM qui ont été justement extraites des cartouches est la seule manière de préserver le passé en quelque sorte. Oui. Durablement et comme n'importe quelle archive, de pouvoir évoluer aussi et réencoder, recopier sur des nouveaux supports plus performants. Ceci dit, les ROM tels qu'on les connaît, 40 ans c'est quand même pas mal, hein, et ça fonctionne encore, donc ça reste quand même un support fait pour durer, hein, à l'échelle d'une vie humaine, je dirais que c'est quand même pas mal, quoi. Contrairement à la cassette audio qui a servi aussi à un moment donné pour partager les fameux jeux en basic, hein, qu'on se partageait sur les... maintenant, et que si vous avez enregistré des trucs dans votre jeunesse, oubliez, ça va partir en poussière. Mais donc voilà, c'est autant le savoir. Si vous avez des ROM à la maison, eh bien, vous savez quoi en faire, les garder, vous ferez peut-être plaisir à quelqu'un ou les donner à une association qui en fera peut-être bon usage, par exemple. Attention, si on parle de ROM, ce qui est la copie de la ROM, on ne peut pas la donner parce qu'il y a quand même malgré tout des copyrights, et Nintendo est dans son droit, bien que pendant
pendant 30-35 ans, ils ont fermé les yeux et ils n'ont jamais vraiment embêté les gens qui téléchargeaient des ROM, des jeux NES ou SNES par exemple. Mais là, tout d'un coup, ils se réveillent et ils l'interdisent. Mais donc, légalement, ce n'est pas autorisé de télécharger une ROM pour laquelle on n'a pas la cartouche originale. Ça, c'est la loi. Ouais. Et c'est ça que je voulais rajouter. Je comprends bien le besoin de protéger la propriété intellectuelle, d'autant plus qu'il y a peut-être encore moyen de faire de l'argent avec ça pour Nintendo, mais il y a un aspect mémoire collective. C'est un peu comme des livres. C'est ce que je disais il y a 40 ans. Ça devrait faire partie, alors c'est peut-être un peu extrémiste de l'open source, dire de laisser ça en accès libre en tout cas, pour tout le monde, ou dans une bibliothèque. Après pour la mémoire, après une période de temps, ça me semblerait normal, après que la partie exploitation commerciale soit terminée. Évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les droits intellectuels sur les jeux vidéo sont de 95 ans à partir de la date de publication ou de 120 ans à partir de la date de création, et c'est celui qui expire le plus rapidement. Donc, pour quelque chose qui a été publié et vendu sur le marché, il y a 95 ans avant l'expiration de la propriété intellectuelle. Peut-être que comme pour les dessins animés, hein, on l'a vu récemment avec Disney, des associations aussi où les politiques vont bouger en disant ok, il faut réduire ça un peu parce que c'est exagéré, ça, enfin voilà, c'est reconduire, enfin voilà. Là on rentre dans un autre débat. Je le disais donc, si vous avez des ROM, des originaux, genre précise du coup, conservez-les précieusement parce que ça va valoir des sous à un moment donné, et puis ça peut faire plaisir aux enfants aussi de jouer avec des vieux jeux, pourquoi pas, si toutefois vous avez encore la console qui va avec, évidemment. Et pour tout original qu'on a, on a le droit d'avoir une copie de sécurité. Ah oui, bien sûr. Ok, voilà. Je pense qu'on a été super complet. C'était le dossier de la semaine. Merci, au revoir. On est à la lettre R comme Reuters, l'agence de presse, qui publie un rapport sur l'information numérique que tu as lu et que tu vas nous résumer. Mais voilà, allons-y, c'est parti. Comme une intelligence artificielle. Je lis et je résume. Je crois que c'est toi, Marc, qui a trouvé la news, qui l'a partagée dans notre Slack. Donc merci pour ça, parce que ce rapport est super intéressant, publié le 18 juin. Usage et tendance 2024 de l'information, fragmentation, évitement, IA, plein de sujets clés venant d'une agence de presse, c'est d'autant plus intéressant. Il y a 10 observations, je vais peut-être pas aller à travers les 10, mais il y en a quelques-unes qui m'amusent un peu. La première, c'est que l'usage informationnel des réseaux sociaux ne progresse plus. Depuis quelques années, ça s'est stabilisé, voire même ça baisse pour certains réseaux sociaux. Donc on ne va plus nécessairement chercher de l'information sur les réseaux sociaux, et vu la quantité de trafic et du trafic de désinformation, et j'y reviendrai après, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Une autre raison, évidemment, c'est que certains réseaux sociaux ont arrêté de le faire. Facebook, par exemple, a changé ses algorithmes pour mettre les news venant d'organes de presse traditionnels de moins en moins en avant, et donc on voit moins de news sur Facebook. On voit aussi que les usages se fragmentent de plus en plus selon les plateformes, c'est-à-dire pour les vidéos, c'est forcément YouTube et TikTok qui sont en forte augmentation. En revanche, de nouveau, Facebook diminue énormément, WhatsApp ne gagne pas énormément de terrain. On parle toujours de l'usage de news ici, mais le plus grand perdant, c'est Facebook, qui descend de 4% en France, juste en France, comme étant une source première de nouvelles. Et puis ceux qui progressent, c'est plutôt les réseaux vidéo, TikTok qui gagne 13%, donc qui gagne 2 points à 13%, qui est l'outil social le plus populaire pour s'informer chez les 18-24 ans. 23%, ça veut dire qu'un jeune sur 4 dans le monde regarde TikTok. Et le type de vidéo qu'il regarde, ce sont les vidéos les plus courtes. 2 tiers de la population mondiale, 66%, regardent au moins une vidéo courte par semaine. Et alors là, il y a des fortes différences aussi entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, l'Asie-Pacifique, où ces pays d'Afrique et d'Asie-Pacifique sont beaucoup plus consommateurs de vidéos courtes que l'on ne l'est en Europe. La Thaïlande, David, justement, 87%. Je confirme.
des gens regardent des vidéos courtes, alors que si on regarde la France ou la Belgique on est à 50%, en France 45%, on n'y est pas encore. L'autre chose qui m'a amusé, c'est la démographie. Là où on voit, je l'ai dit, que ce sont les jeunes qui vont chercher des vidéos courtes, les un peu moins jeunes qui vont chercher des vidéos plus longues, et les seniors qui vont chercher des articles sur des sites web, sur les sites officiels des journaux. Les plus de 45 ans sont 69% à aller chercher leurs infos sur des sites web traditionnels, alors que si on regarde sur les 18-24 ans, ça sera sur la vidéo. Je pensais de nouveau à mon papa en lisant ça, et puis après je me suis dit, c'est pas que mon papa, c'est moi aussi. Moi je vais sur le site des journaux et pas sur TikTok. Autre nouvelle intéressante, les plus gros influenceurs dans les pays ont plus d'audience que les médias traditionnels. En France, ils prennent l'exemple de Hugo Décrypte, qui a, enfin Hugo Travers c'est son vrai nom, Hugo Décrypte c'est sa chaîne, 2,6 millions d'abonnés sur YouTube, 5,8 millions de followers sur TikTok. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse, parce que ça m'avait choqué dans le rapport, c'est que j'ai été voir le rapport, l'article sur lequel on se base ici, c'est le résumé du rapport, vous le trouverez sur mediaculture.fr, mais j'ai été voir dans le rapport pour voir si c'était libellé comme tel, et effectivement c'est libellé comme tel. On parle d'influenceurs, alors que dans le cadre de quelqu'un comme Hugo Travers, c'est un journaliste, hein. C'est pas un gamin dans sa chambre, quoi. Il est jeune, il est tout ce que tu veux, mais il a quand même, il y a une déontologie, c'est pas n'importe quoi qui diffuse, ce n'est pas n'importe qui aussi. Je pense que les autres anglo-saxons, les autres, je les connais pas, Jack Kelly. Je les connais pas, mais je pense que ça doit être à peu près du même acabit. Tout n'est pas bon dans tout ce qu'on dit, enfin dans tout ce qui a été vu sur TikTok, etc. Mais de temps en temps, il faut remettre la pendule au milieu du village. Influenceur, c'est peut-être un peu réducteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des gens qui font du travail fabuleux, mais ce qui est inquiétant, c'est le travail d'une personne, même si à cette échelle-là, ils ont probablement des gens autour d'eux, là où un média traditionnel va avoir une conférence de rédaction, un rédacteur en chef, des choix, des machines à café, des contre-pouvoirs qui vont dire non, on a déjà trop parlé de ça, il faut reparler de ça pour rebalancer. Là, c'est probablement une ou deux personnes qui sont plus lues, plus écoutées, plus entendues que des médias nationaux, que ce soit des chaînes de radio ou de télé. Il y a des chaînes de radio qui aimeraient bien avoir 2,6 millions d'abonnés sur YouTube en France. Généralement, la confiance en information reste extrêmement basse aussi, et la France est parmi les plus bas en Europe, avec 31% de gens qui font confiance dans les médias pour l'information. Alors là, c'est amusant aussi de voir l'évolution sur 10 ans, où ça baisse, sauf pendant la période Covid 2020-2021, là où on dirait justement qu'il y a eu beaucoup plus de fake news, etc. En fait, c'est un moment d'incertitude où les gens se sont raccrochés à des sources d'information, à l'information fiable, et faisaient peut-être un peu plus confiance à l'information venant de canaux entre guillemets officiels, les journaux, les chaînes de télé établies et bien connues, parce que je l'ai dit déjà, il y a de plus en plus de désinformation, et là aussi, quand on regarde les canaux de désinformation ou les canaux auxquels les gens font confiance, on va faire plus confiance à un résultat de recherche sur Google qu'à une vidéo vue sur TikTok. Vous allez me dire, intuitivement, je m'y attendais déjà, alors que pas nécessairement, parce que les résultats de recherche de Google sont biaisés par leurs besoins publicitaires ou leurs contrats publicitaires. C'est pas nécessairement plus objectif, mais en tête des plateformes à qui on ne fait pas confiance, TikTok, X, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, et puis seulement Google. J'ai respecté l'ordre dans ce que j'ai cité. Une des stratégies des gens, c'est d'éviter de regarder l'actualité. On n'y va plus, on regarde plus la télé, la radio, on va pas sur les sites web, et c'est une tendance partout dans le monde, que ça soit en Asie, en Allemagne, moins 19 points, en France, moins 23 points. Il y a juste la Finlande qui remonte, on sait pas trop pourquoi. La Finlande remonte. Les abonnements numériques des médias traditionnels, que ce soit les journaux ou les autres abonnements que vous
pouvez prendre des sites web, par exemple, sont en stagnation aussi. 400 000 abonnés pour Le Monde en France, qui est le journal le plus abonné, pour lequel les gens payent le plus pour lire le contenu en France, suivi du Figaro, qui est à la moitié seulement, 220 000. L'écart est énorme. Et je remets ces deux chiffres en perspective avec ce qu'on a dit avant. Presque 3 millions d'abonnés pour Hugo Travers. C'est 4-5 fois plus, c'est 6 fois plus, c'est 7 fois plus. C'est tout simplement énorme. Et puis le rapport termine avec les usages audio qui stagnent également. Donc si vous êtes toujours en train d'écouter ce podcast, merci, c'est grâce à vous que ça ne descend pas. Oui, entre autres. Mais ceci étant dit, et je le dirais même à notre propos, croisez l'information comme toujours, que ce soit officiel, non officiel, etc. Et particulièrement non officiel, et particulièrement si vous voyez ça sur TikTok ou autre, ou que parce qu'une vidéo courte, on peut pas dire, il n'y a pas beaucoup de nuances dans une vidéo courte, hein, donc il faut des fois de la nuance pour avoir une information complète, et c'est là que se trouvent les biais, évidemment, et donc ça peut fausser aussi la manière dont l'information circule, la bonne information, on va dire, factuelle, comment cette information circule. Tu voulais rajouter un truc? Ouais, sur les podcasts, il y avait une démographie, une analyse démographique qui était intéressante aussi. C'est un poil plus les hommes que les femmes, mais c'est surtout des profils plus jeunes, 18-34 ans, on va dire, pour la majorité, mieux éduqués et mieux payés. Ça m'a surpris aussi. En général, les gens qui écoutent des podcasts, et donc félicitations si vous faites partie de notre audience. Ceci étant dit, c'est peut-être aussi dû au contenu des podcasts, parce que on constate par rapport à ce que diffuse la radio, par exemple, c'est comme on va plus en profondeur dans les sujets, peut-être pas nous, hein, mais d'autres podcasteurs et dans d'autres sujets vont peut-être plus justement dans la nuance et dans la profondeur, que finalement c'est déjà des gens qui ont déjà l'information à la base, mais qui veulent en savoir plus, et donc forcément, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus instruits, peut-être. Moi, j'ose espérer que ça permet aussi d'instruire des gens et de les faire avancer, de leur apprendre plus de choses. Mais voilà, tout s'explique. C'est ça que je veux dire. C'est comme toujours avec ce type de rapport, le rapport de Reuters, comme on dit aussi, et qu'on vous partage évidemment via les liens dans la description de ce podcast, dans les notes de podcast. On vous met, vous le savez, toutes nos sources pour que vous puissiez vous aussi vous instruire. Et peut-être vous questionner, et nous questionner peut-être, ensuite via les commentaires. Je propose qu'on avance un tout petit chouïa. Hop là. Avec la lettre U, comme UE. L'Union européenne prête à briser le chiffrement, David. Alors l'Union européenne se mêle un peu de tout, hein, faut être honnête, c'est comme ça, et de numérique en particulier, évidemment. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse, parce que j'imagine qu'ils s'intéressent aussi à d'autres choses, comme, je sais pas, d'autres trucs, mais bon, ça c'est moins notre sujet. Mais quand il s'agit de numérique, du coup, nous, on ouvre un œil, on tend l'oreille, et c'est ce que tu as fait, David, pour parler de chiffrement, justement. Que propose l'Union européenne ? Voilà, donc ce n'est pas une news qui est tout à fait nouvelle, parce que l'Union européenne a déjà tenté le coup en 2022. Ils avaient fait une proposition de loi pour la protection de l'abus sexuel des enfants. Le matériel sur le partage de matériel qui pédopornographique. Voilà. Voilà. Et ils avaient proposé de filtrer et de scanner les messages sur les applications où les utilisateurs auraient été obligés d'accepter d'être que leur message soit scanné. S'ils n'acceptaient pas, ils n'auraient pas le droit d'envoyer des fichiers ou des pièces attachées ou des photos. Et ça a créé un émoi, et les experts en vie privée ont dit que c'était une solution qui était tout à fait invasive et impossible à mettre en œuvre. Et là maintenant, l'Union européenne revient à l'attaque, et ils ont fait une proposition de loi qui rendrait obligatoire le balayage en masse des messages sur toutes les messageries,
y compris ne pas autoriser le chiffrement end-to-end, donc le chiffrement qui est de la source à l'arrivée, et il voudrait mettre en place un système d'espionnage sous le couvert de la protection des enfants, mais évidemment l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, entre autres, s'indigne là-dessus en disant que c'est une atteinte aux droits des gens. En quelque sorte, c'est comme si on disait pour empêcher quelqu'un de se faire poignarder, on interdit les couteaux. C'est quasiment ce qu'on fait ici, parce que de toute façon, les gens qui veulent partager du contenu illégal, si on ne les autorise pas sur les messageries, ils trouveront bien un autre moyen. Il y a eu également des réactions qui ont été faites parce que ça implique évidemment tous les médias sociaux, ça implique WhatsApp, ça implique Signal, Messenger. Le Signal a fait une réaction en disant que l'application cessera de fonctionner dans l'Union européenne si les règles deviennent loi. Parce qu'elles compromettent fondamentalement le chiffrement. D'autant plus que Signal a basé son marketing là-dessus. Hein. C'est pour ça que les gens ont été sur Signal. C'est parce que on pourra en parler avec notre camarade Xavier, qui est un grand défenseur de Signal dans l'équipe. Mais voilà, c'est ça aussi la raison excessive peut-être ou extrême. On va dire ça plutôt comme ça de Signal explique c'est aussi expliqué quoi. Mais t'as raison. Enfin. Il y a également eu des réactions politiques, donc par exemple, entre autres, Patrick Breyer, qui est un membre du Parlement européen, c'est un Allemand qui est militant pour la protection du droit du droit privé digital. Je sais plus le terme parce que j'ai lu l'article en anglais. Je connais pas le terme en français, en disant que c'était une violation du droit fondamental de la vie privée. Il indique également que il y a une motivation cachée, que l'Union européenne essaye de faire passer cette loi-là juste après les élections européennes où l'attention du public est amoindrie. En tout cas, si cette législation passe et que cette obligation de scanner les messages passe, ça va casser le chiffrement. Et ça va ouvrir la porte également à tous des risques de sécurité, donc des hackers, l'espionnage, voilà. Donc c'est assez. On a déjà parlé de ça, on a parlé chiffrement déjà maintes reprises, Sébastien, par le passé. On a même fait des hors-séries, me semble-t-il, sur le chiffrement, en tout cas au niveau technique, comment ça se faisait. Je vais te donner la parole, Sébastien, mais pour donner ton avis. Mais moi, je pense que ils essayent, mais ils ont raison d'essayer, parce que effectivement, ce partage d'informations et de photos et de vidéos pédopornographiques, c'est vraiment un fléau, et qu'il faut essayer de trouver en tout cas une solution, mais qui arrange tout le monde. Et je trouve que les groupes de pression de l'autre côté, ils font un peu le jeu du contre-pouvoir et remettent l'église au milieu du village en disant, ok, ça peut le faire, mais ça touche à trop de liberté de tout le monde, donc on ne peut pas le faire comme ça, il va falloir trouver une autre solution. Et si tous les 2 ans, ou tous les ans, ou même tous les 6 mois, l'Europe revient avec un nouveau projet et fait évoluer son projet, peut-être que finalement, au bout de course, on trouvera une solution qui sera moins radicale et moins invasive que celle qui est proposée jusqu'alors. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Voilà. Trois choses. D'abord, c'est comme si on était à une époque, imaginez qu'on soit 50 ans en arrière, que l'essentiel des communications entre humains passe par des lettres qu'on envoie à la poste. Ce que l'Union européenne demande là, c'est d'aller mettre des policiers dans les bureaux de poste et d'ouvrir tous les courriers qui passent pour les regarder et puis les envoyer. Donc c'est pas tolérable. Exactement. Voilà. D'un autre côté, il y a une bonne intention, comme tu le dis. Il y a des trafics et des crimes qu'il faut essayer d'éviter. Évidemment, la pédopornographie en est un. Il y en a d'autres également, mais peut-être par d'autres moyens, parce que ce genre de backdoor, parce que c'est comme ça, c'est une porte dérobée qui permet j'allais dire aux juges ou à l'institution judiciaire d'intercepter des communications, même si c'est encadré avec plein de précautions pour le moment. Oui, mais c'est seulement un juge.
qui peut demander l'accès et uniquement dans des cas extrêmement définis. On ne sait pas de quoi seront les lois faites dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. L'année prochaine, on aura peut-être Trump comme président des États-Unis, on aura Bardella comme Premier ministre en France. Les lois, ça se change, et même au niveau européen, ça se change. Il suffit d'un changement de majorité, et avec la dérive vers l'extrême droite qu'on voit partout dans tous les pays et qui s'enfonce de plus en plus, voilà, ça pourrait changer, ça pourrait arriver très bientôt. Et puis j'avais une troisième idée, mais je sais plus ce que je voulais dire, et donc j'arrête là. Mais t'as raison, mais on le fait déjà, ouvrir le courrier des gens. Les colis, par exemple, que tu te fais livrer, si on suspecte que c'est un colis qui contient, imaginons, des substances illicites, bah, ils sont tout à fait mandatés pour ouvrir le colis, pour aller vérifier ce qu'il y a dedans. Quand je dis produits illicites, ça peut être aussi des contrefaçons ou autres, etc. Et donc, il y a déjà des lois qui encadrent ce genre de choses-là. Donc, c'est possible de faire des lois qui encadrent les choses. C'est bien ça qui les embête avec le end-to-end encryption, donc l'encryption de bout en bout, où même les serveurs et le propriétaire des serveurs par lesquels votre message passe n'a pas accès à votre message, parce que la clé, elle est d'un côté chez l'émetteur, de l'autre côté chez le récipient, et il n'y a que eux deux qui peuvent voir le message. C'est le cas de Signal, c'est le cas de HeatChat, et probablement de iMessage d'Apple, et probablement des tas d'autres aussi. Et c'est bien ça qui embête les autorités, c'est qu'il n'y a pas moyen d'aller voir. Il y avait une actualité en France cette semaine, j'ai entendu ça ce matin à la radio, de quelqu'un qui a passé une nuit en garde à vue parce qu'il a refusé de donner son code à des policiers qui demandaient d'ouvrir son téléphone. Et la personne est tout à fait dans les droits de ne pas donner son code. Mais c'est lié. C'est le besoin ou l'envie qu'ont les autorités d'aller intercepter nos communications personnelles pour des fins d'enquête. J'ai quand même envie d'ouvrir une toute petite porte, même si on est un petit peu long sur ce sujet, mais c'est pas grave. Sky ICC. J'ai entendu parler de ça. Ils sont arrivés, la justice est arrivée à décrypter des messages et à démanteler des réseaux de distribution de drogue en Europe avec un barouf. Ça s'est passé en France, en Belgique, etc. Et ils sont encore en train d'analyser les données qu'ils ont arrivé à collecter, parce qu'il y en avait tellement que c'était un peu compliqué. Et donc ils sont en train d'encore analyser ces données pour encore faire des arrestations et essayer de couper les chaînes d'approvisionnement de drogue en Europe. C'est bien la preuve qu'il y a des lois qui existent et qui leur permettent de le faire quelque part. Alors je ne sais pas comment fonctionne Sky ICC et quel est le niveau d'inviolabilité du système, mais c'est que ça, il y a des possibilités. C'est différent. Ils ont utilisé des techniques d'attaque informatique, de cybersécurité pour craquer un système de messagerie censé être sécurisé, qui n'était pas assez. Ici, ce qu'on demande, ce que l'Union européenne demande, c'est que les fournisseurs de ces messages laissent une porte dérobée avec la clé sur la porte pour qu'ils puissent rentrer, pour que les autorités puissent rentrer quand elles en ont besoin. C'est très différent comme approche. Ça reste quand même, enfin, c'est comme toujours, la problématique, elle est toujours c'est pour notre sécurité, mais en même temps, ça touche à nos libertés individuelles. On l'a vu avec les Jeux Olympiques et les caméras intelligentes, etc. C'est du même acabit. La limite, elle est difficile à tenir, quoi. David, oui. Moi, j'ai plus compris que c'était une proposition de loi qui visait pas à donner l'accès sous la demande d'un juge, mais qui était un scan d'office, dans tous les cas, permanent pour tout le monde. Et ça m'a fait bondir parce que moi, je pense à des pays d'Asie, dont la Birmanie et la Corée du Nord, où l'encryption est illégale, passible de prison. Rien n'empêche quelqu'un à envoyer un message qui a été encrypté au-dessus de la couche d'une messagerie, et avec des lois comme ça, on pourrait accuser toute personne qui utilise de l'encryption au-dessus de l'encryption avec backdoor, alors qu'ils ne font rien de mal. Et également, dans ces pays d'Asie que je viens de mentionner, c'est une technique qui était utilisée pour rayer de la carte les opposants politiques. C'est une sécurité, comme disait aussi Sébastien. Si certains pays virent dans l'extrême droite, qui est-ce qui dit que ça sera pas utilisé à des fins
tuer l'opposition. C'est ça qui me fait peur. On l'avait vu peur. aussi avec le piratage des téléphones, c'était même des appareils Pegasus. Apple, je pense, avec Pegasus, exactement, un soft d'origine d'une société israélienne, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, ça mettait à mal aussi, effectivement, des dissidents, des opposants politiques, et des choses qui du coup se retrouvaient, des journalistes également, qui risquaient d'être ou des donneurs d'alerte, par exemple, voilà. Donc d'une fois de plus, on ne va pas trouver la solution, hein, mais à la limite, elle est vraiment, on peut basculer toute fine, et il faut vraiment faire très très attention. Et je pense que les différents niveaux de pouvoir, que ce soit associatif ou l'Europe, etc., ils ont chacun leur rôle, et qu'à un moment donné, il faudra que les pièces du puzzle s'emboîtent, et que chacun fasse un bout de chemin, ou qu'on trouve des techniques qui permettent de ne pas toucher à la liberté de tout un chacun, et de manière très sélective, de pouvoir aller pêcher l'information qui elle, est malveillante. Peut-être un coup d'intelligence artificielle, hein, c'est le terme à la mode, autant l'utiliser une fois de plus. J'ai envie de dire. Bon, passons à la suite. W, la lettre W comme Wells Fargo, et on va parler de ça. Wells Fargo, je le signale au passage, moi je le savais pas, enfin c'est un nom qui me disait quelque chose, c'est la 3e banque américaine, c'est un organisme financier très important aux États-Unis, mais c'est pas ça le sujet, c'est que le sujet ce serait plutôt le télétravail, si je comprends bien, Sébastien. C'est tout à fait ça. Imaginez que vous télétravaillez X jours par semaine. Jusque-là, c'est pas trop difficile à imaginer. Imaginez que votre employeur ait installé sur votre laptop fourni par l'entreprise des logiciels pour vérifier votre activité, à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure vous déconnectez. Est-ce que l'écran de veille s'active, ce qui indique qu'il n'y a pas d'activité. Est-ce que la souris bouge ? Est-ce que la souris bouge ? Est-ce qu'il y a des touches appuyées sur le clavier ? Aux États-Unis, c'est tout à fait légal. En Europe, nous sommes encore protégés pour le moment contre ce genre de surveillance, de micro-surveillance, mais qui sait ? Eh bien, des employés de Wells Fargo, donc de cette énorme banque américaine, ont trouvé la parade et ils avaient mis en place des systèmes pour contourner les systèmes de surveillance de leur employeur. En gros, ils utilisaient, alors on ne sait pas lesquels, mais je parlerai de différentes techniques après, des techniques pour simuler des touches sur le clavier, simuler des mouvements de souris, pour faire croire qu'ils étaient à leur poste. Wells Fargo l'a appris, là aussi l'histoire ne dit pas comment, et a licencié une dizaine d'employés. Alors, la news m'a d'abord fait sourire, dire ok, on fait semblant de travailler. Et puis, il y a quand même deux aspects sur lesquels j'ai essayé de creuser un peu. D'abord, comment est-ce qu'on fait semblant de travailler, techniquement ? Et là, j'ai découvert un monde, mais incroyable. Des petits gadgets chinois, par exemple, alimentés par USB, avec un petit bras robotisé au-dessus du clavier, qui peut appuyer sur des touches au hasard, ou qui peut faire bouger une souris, ou encore des tapis de souris qu'on met donc en dessous de la souris, et qui font, je sais pas comment, qui vibrent, qui font un mouvement de souris qui ressemble à la souris. Il y a des clés USB qu'on peut mettre, puisque vous savez, les claviers, ou même les télécommandes qu'on utilise quand on fait des présentations, ce sont, enfin, vu de l'ordinateur, c'est comme si c'était un clavier connecté, donc on peut connecter un clavier par USB, et ainsi injecter des touches de façon aléatoire, ou pas, même programmer des séquences pour faire vraiment croire que c'est une vraie personne. Enfin, il y a tout un marché. Allez sur Alibaba ou sur Amazon, vous allez trouver des tas d'appareils ou des logiciels. Quoique les logiciels, dans ce cas-là, si c'est votre employeur qui surveille, je déconseille quand même, parce que s'il surveille le laptop, il voit aussi les logiciels qui sont installés et qui tournent sur le laptop. L'autre chose, c'est que aux États-Unis, il y a le gendarme des banques américaines, le FINRA, qui a publié une nouvelle publication sur la supervision des domiciles. La finance est une activité régulée, les données des clients doivent être protégées, et donc il commence à se poser des questions aux États-Unis, en tout cas, j'ai pas encore vu ça en Europe, sur comment est-ce qu'on garantit la protection des données et la confidentialité des données avec les gens qui travaillent à la maison.
parce que quand c'était dans un bureau, on peut encore relativement contrôler les gens qui sont là et ce qu'ils disent. On les laisse pas sortir avec des dossiers sous le bras, par exemple. Exactement. Il y a pas nécessairement. C'est pas nécessairement je parle pas de fraude, mais simplement, je sais pas, votre compagnon ou compagne qui se penche sur votre épaule et qui voit à l'écran. Tiens, regarde le compte en banque de monsieur, ou regarde cette transaction-là. Waouh. Je voyais, je fais une toute petite incise, mais je voyais par exemple quelqu'un qui avait photographié une autre personne dans un train qui travaillait, qui avait été jusqu'à installer sur ses genoux, sur une tablette, son ordinateur portable, et un deuxième écran sur l'appui-tête du siège d'en face, et qui travaillait, côté couloir. Donc je sais pas s'il y avait des informations piquantes ou intrigantes sur l'écran, mais ça laisse effectivement une porte dérobée assez intéressante. Et donc d'autant plus pour les gens qui travaillent dans des banques ou dans des industries régulées. Et cette annonce de Wells Fargo est arrivée juste en concomitant, juste avant la sortie des nouvelles règles de la FINRA au sujet du travail à la maison. Et on suppose que c'est pas un hasard que ces deux news se sont suivis dans cet ordre-là, parce qu'après, ils auraient risqué, je parle de Wells Fargo, ils auraient risqué des amendes pour non-conformité à cette règle-là. Anecdote sur les écrans, j'ai beaucoup voyagé en avion, en train ces 2 dernières semaines, et j'ai passé 1h30 juste couloir contre couloir, mais une rangée derrière, quelqu'un qui préparait tout le reporting financier du trimestre. Les finances de son entreprise n'ont plus de secret pour moi. Qui utiliser des masques d'écran, ce sont des espèces de feuilles en plastique qu'on installe sur les laptops et qui changent un peu l'obscurité, qui obscurise l'écran et qui empêche de regarder de biais. On ne voit bien l'écran que quand on est de face. Si on est de biais, on voit un écran noir. Si vous voyagez, que vous travaillez avec des données confidentielles, et beaucoup de données sont confidentielles, mettez ce genre de truc sur votre laptop, ça coûte 15 $. Il y avait une autre technique à une époque, c'était de retirer le filtre polarisant de son écran et de mettre des lunettes polarisantes. Et comme ça, avec les lunettes, tu étais le seul à pouvoir lire ce qu'il y avait sur l'écran. C'était une technique aussi, mais dans le même genre et sans informatique nécessairement. Moi, je me rappelle avoir pris le train en revenant de Paris et d'être 2 sièges derrière des gens d'un cabinet d'avocats qui avaient pris les sièges face à face, là, tu vois, les 4 sièges face à face, et qui relisaient des documents, des notes à haute voix pour comparer leurs copies. Mais alors, je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais si j'avais été un concurrent, j'avais toute l'information qui circulait. Des fois, je sais pas où les gens ont leur tête. Je sais pas si David avait une remarque par rapport à ce genre de choses ou pas. C'est comme tu veux. Je pense que vous avez tout dit. Ça, c'est du David tout craché. Oui, je pense aussi qu'on a tout dit, mais voilà. Ceci étant dit, quand tu disais les pratiques interdites en Europe, je me suis laissé dire qu'en France, certaines entreprises demandaient à leurs employés en télétravail de ne pas mettre le petit capuchon sur la webcam, de toujours garder la webcam disponible. Voilà, juste... et de l'activer dans les réunions. Il y a beaucoup de gens qui n'activent pas leur caméra, ce qui est assez... Des fois, ça pose question, effectivement. Mais voilà. On est arrivé au bout de cet abécédaire. Toutes les notes, je le disais, sont... tous les liens de ce dont on a parlé sont évidemment dans les notes du podcast sur notre site, lestechno.be, mais également sur votre application de podcast. Si vous regardez les notes du podcast, vous retrouverez tous ces liens. Il est grand temps, d'ailleurs, de passer au gros dossier, au gros sujet de cet épisode. On va parler de différents devices, et en particulier de lunettes et de bagues connectées, ce qu'on nomme en anglais les wearable devices. Ce sont ces objets connectés. Alors, objets connectés, on en a souvent à la maison, des ampoules, des interrupteurs, des choses comme ça. Là, ce sont des objets connectés, mais que l'on porte sur soi, vous l'avez compris. Donc, lunettes, bagues, ça pourrait être n'importe quoi, je dis n'importe quoi, des chaussures, un slip connecté, une ceinture connectée, enfin voilà, toutes sortes d'objets. Et vous le savez, les gens ne manquent pas d'imagination pour imaginer des appareils dont on n'a pas nécessairement besoin, mais qui seront connectés. Voilà. C'est de ça dont on parle, Sébastien. C'est quoi
Qu'est-ce qu'elle Où en est-on ? Je dis beaucoup, mais où en est-on et qu'est-ce que ça englobe et jusqu'où ça va et où ça commence? J'étais naïf. Appelez-moi naïf. Pour moi, c'était les montres, les lunettes, les bagues un peu, parce qu'on en a déjà parlé dans les technos. Je sais que Claude Sébastien est un fan et a une bague aussi, et David va en reparler tout à l'heure. Mais au fait, il y a des tas de choses, d'objets qu'on porte, et de plus en plus dans les vêtements, et essentiellement, ça tourne autour de la santé, ou en tout cas de la mesure de ces données physiologiques, de manière à pouvoir analyser un niveau de performance ou de sommeil ou des choses comme ça, avec de plus en plus de capteurs, des accéléromètres par exemple, même dans un téléphone, on peut mesurer le rythme de jogging simplement avec l'accéléromètre de la descente, le rythme sur lequel on descend les pieds. Je parle même pas d'avancer là pour voir si on fait un jogging plutôt dur ou plutôt pépère. On a de plus en plus je vais essayer de le prononcer d'un coup, la photopléthimographie. S'il vous plaît. À tes souhaits. Ouais. Voilà. PPG en anglais, photoplasmitographie. En gros, ce sont des capteurs optiques pour capter les activités du cœur. Et on a déjà parlé ici dans les technos des capacités des montres, notamment de détecter des anomalies cardiaques et de vous lancer des alertes avant même d'avoir des problèmes et ainsi de permettre d'être pris en charge. Il y a d'autres techniques aussi de mesure d'électrocardiogramme qu'on retrouve dans des devices. Et ces devices, c'est pas que les montres et que les écrans, c'est de plus en plus des vêtements. Donc on trouve des espèces, il y a une société qui s'appelle IO qui fait une manche connectée. Donc c'est juste une manche, mais cette manche est bardée de capteurs et donc capture votre pression, votre rythme cardiaque, est capable de mesurer vos tensions, je crois que je vous l'ai déjà dit, et d'envoyer. C'est pour les sportifs. Oui, essentiellement. Deux catégories. Les fanats de sport, et de plus en plus autour de moi, dans mes collègues, je vois des gens qui font du sport, et on fait plus du sport comme à l'époque de quand j'étais petit ou de mes parents. Maintenant, quand on fait du sport, après, on fait toute son analyse de taux de CO2, de rythme cardiaque, d'effort, etc. C'est un peu comme les prétexte. Oui, c'est ça, les lieux instagrammables et les sports, qui donnent des datas dont on a envie de se vanter, quoi. Exactement. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des semelles à mettre dans ses chaussures aussi qui mesurent la pression sur les pas qu'on fait. Je pensais qu'il l'odeur. Alors je vous passe évidemment tous les trucs autour de la poitrine, etc. Ou alors, mais c'est toujours dans le domaine de la santé, des appareils également pour oui, celui-là je l'avais oublié, le bras, le soutien-gorge connecté. Pas mal. Là aussi, mesurer la respiration, l'alignement du corps aussi, voir si on se tient avec une posture droite, être capable de lancer des alertes, en soit des notifications. Pareil. Pour les hommes, aussi pour les hommes à forte poitrine, ça marche également. Les lunettes, mais on va revenir sur les lunettes tout à l'heure. Ah oui, celui-là est amusant aussi. Le masque à lumière rouge. Donc c'est un masque en plastique assez moche qui émet de la lumière rouge pour faire une cure d'infrarouge. Il paraît que c'est bon pour la peau, pour la pigmentation, pour rebalancer son rythme circadien. Le rythme circadien, si vous ne le savez pas, c'est le rythme jour-nuit que notre cœur a. Libérer des radicaux libres, etc., etc. Enfin voilà, ça va du short à... Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Je m'arrêterai là-dessus avant de passer la parole à David. Évidemment, le kit d'allaitement portable, connecté, qui vous donne le temps d'allaitement, la quantité de lait prise, qui vous fait les rappels quand il doit être utilisé, etc. Presque $300 quand même, le kit d'allaitement connecté. Mais dans le médical, il y a énormément d'appareils aussi. Je pense au problème de diabète, par exemple. On sait que maintenant, on commence à avoir des appareils qui te calculent ton taux de glycémie en temps réel, qui t'analysent tout ça en temps réel, des choses comme ça, ce qui sont quand même... Alors là, on est loin de l'ésotérisme et du gadget. C'est médical. C'est vraiment médical. Est-ce que je vais poser une question et après on va continuer avec justement l'anneau dont on parlait il y a quelques instants, mais le ballon connecté. Est-ce que ça fait partie de la même catégorie ? Je dis ça parce que on est en plein dans l'Euro, donc compétition de football, et que ils ont mis des capteurs dans le ballon.
Et donc, quand il y a un doute sur quelqu'un qui aurait touché de la main le ballon, eh bien, ils interrogent le ballon, qui donne s'il y a une pression externe ou autre, pour dire est-ce qu'il y a eu une touche ou pas. Et est-ce que le ballon fait partie des wearable devices. Le ballon est un mouchard. En théorie, non, puisque wearable, ça veut dire qu'on porte sur soi, comme un vêtement, comme une montre, etc. Ouais. Donc le ballon, à moins qu'on le porte dans les mains, non, ce n'est pas un wearable, là, c'était le cas. Device. Mais donc, c'est un objet connecté tout de même, mais qui ne rentre pas dans la... Ou alors tu le coupes en deux, tu le mets sur la tête comme chapeau. Ça fait un chapeau. Oui, mais ça c'est autre chose et c'est pas le même genre de compétition. David, on parle d'anneaux pour tout contrôler. Oups, j'ai entendu un bout de ressort. Non, c'est pas chez moi, je sais que quand on entend un ressort... J'ai accroché mon micro, désolé. Pas de souci, mais c'était très bizarre. Il y a un nouveau modèle, ou en tout cas il y a des anneaux, enfin tu vas nous en parler, de différents types, et de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça fait ? Oui, donc les bagues connectées, c'est très semblable à ce que Sébastien vient de décrire. Donc c'est une bague qui permet de mesurer le rythme cardiaque, qui permet de mesurer le taux d'oxygénation dans le sang, le SpO2, le niveau de stress, faire un monitoring du sommeil pour savoir combien de temps on a passé en sommeil profond, en sommeil léger, en sommeil paradoxal ou en rêve, l'activité physique, les pas, etc., mais principalement ça. Et donc, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts. Donc, l'autre Sébastien en est fan. Il utilise une bague comme ça. On peut donner différents noms. Il y a Oura, justement. Cette bague-là, je pense que c'est ça que l'autre Sébastien a. On a Ultra Human Ring Air, Ringcon Smart Ring, Heavy Ring. Et là, Amazfit... Samsung en a annoncé une aussi récemment, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je sais pas s'il est déjà sorti. C'est ce que j'allais juste... Ouais. J'allais le dire. Amazfit a annoncé sa nouvelle bague, Helio Ring, avant la sortie de la bague annoncée par Samsung et par Apple. Donc Samsung et Apple ont annoncé tous les deux leur bague intelligente, mais Amazfit qui n'a rien à voir avec Amazon. Ça, il faut le dire. C'est la question que je m'étais posée en off, je l'avais dit. Oui, on en a parlé avant, mais ça n'a absolument rien à voir avec Amazon. D'ailleurs, Amazfit, c'est la marque et c'est Helio Ring, le nom de leur anneau. D'accord. Avec un chargeur propriétaire en alliage de titane. Ça ne pèse que 4 grammes, ça résiste à 10 atmosphères sous l'eau. Autonomie jusqu'à 4 jours. Donc il y a dedans accéléromètre, un senseur optique, donc ce qui permet, c'est le terme que Sébastien a parlé, je ne saurais pas le répéter, le PPG, qui permet avec un capteur optique de pouvoir mesurer les différences très fines dans la luminosité, parce que le flux sanguin fait que c'est un petit peu plus sombre, un petit peu plus clair. D'ailleurs, il y a des applications sur smartphone qui permettent de mettre son doigt sur le senseur sur la caméra et il allume le flash et le flash éclaire le doigt et la caméra peut détecter le rythme cardiaque avec des très fines variations de lumière. C'est exactement la même technique ici. Connectivité Bluetooth, voilà, et donc ça va sortir. Donc ils ont annoncé cet anneau qui normalement c'est disponible pour un prix de 300 €. Voilà, ça c'est le prix de la bête. On n'est pas tous. Je pose une question idiote et je suis pas sûr que tu aies la réponse, mais c'est pas grave. On n'est pas tous égaux en taille de doigt. Est-ce qu'il y a différents modèles parce que franchement, c'est pas une question idiote. Hein. Il y a bien des différents modèles de montres connectées dans certaines marques, donc il pourrait y avoir différentes tailles d'anneaux. Je pense savoir que c'est pas le cas, mais tu vas chercher en temps réel. Il y a 2 tailles. Il y a 2 tailles. Voilà, c'est bien de le savoir. Voilà. Taille 10 et taille 12, pour ce que ça veut dire. Oui, enfin ça après on se débrouille avec, mais on imagine que taille 12 c'est pour les hommes et taille 10 c'est plutôt pour les doigts plus fins d'hommes ou de femmes par exemple, je sais pas. Mais non, on a 5 doigts de taille différente, donc oui, on a qu'à mettre sur un autre doigt.
Ah oui, il n'y a pas d'obligation de le mettre nécessairement sur l'index ou le majeur, enfin voilà, on peut le mettre sur le doigt qu'on veut. Voilà, oui. Ok. Moi, je trouve ça plus intelligent et plus pratique qu'une smartwatch. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. T'as coupé ton micro, mon gros, je pense, parce que je t'entends plus. Oui, parce que je buvais, je voulais pas que vous entendiez mon glouglou. Et puis j'ai oublié de le remettre. Je dis, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Si je veux avoir l'heure, une watch c'est quand même plus pratique qu'une bague. Oui, c'est vrai. Mais pour enregistrer le sommeil, oui, moi ça serait beaucoup moins intrusif. J'ai du mal, j'ai pas de montre d'ailleurs, et si j'en avais une, je ne dormirais pas avec. Donc une bague serait plus supportable. Bon. On n'est pas payé pour en parler, 300 €. Hein. Le bidule, bon, voilà, c'est autant le savoir. Mais si vous projetez un mariage prochainement, ça peut vous pouvez faire coup double. C'est moins cher qu'une alliance, du coup. C'est moins cher qu'une alliance, oui. Ok, moi je trouve ça assez fabuleux. Alors évidemment, ça marche comme la smartwatch de concert avec un smartphone. Hein. C'est pas autonome, ça vit pas tout seul. Donc voilà, mais autonomie, compacité de l'objet, pour moi ça c'est dans la catégorie wearable device. Pour moi c'est un truc. Voilà, ça parle, je pense. On parle de Vision Pro, c'est autre chose. C'est les lunettes, c'est pour d'autres usages. Vision Pro, évidemment, les lunettes d'Apple, dont on a déjà parlé. On a déjà parlé de... Alors j'ai toujours peur d'inverser parce que sinon je me fais rattraper par notre ami Stuff qui développe pour ce device justement, pour cet appareil. Est-ce que c'est Vision OS ou OS Vision J'ai peur de dire Vision OS, comme il y a Vision Mac OS. Voilà. Parce qu'il m'a repris de voler sur un réseau social, je sais plus lequel. Désolé, voilà. Mais on avait tous compris de quoi il s'agissait. Vision Pro, Apple qui change l'orientation quelque part. Ils avaient prévu un truc, ils font autre chose, ils pivotent. C'est aussi dans la catégorie des wearable devices, ce sont ces lunettes. Ouais. Alors, il y a différents types de lunettes. Je fais une parenthèse, si je peux me permettre, avant de parler d'Apple. J'ai essayé cette semaine des lunettes d'une marque chinoise, je crois, qui s'appelle X-Real, X-R-E-A-L, qui sont des lunettes avec un écran. Donc, c'est pas, en tout cas jusqu'à cette semaine, ils ne faisaient que d'écran. On en reparlera avec David, ils ont lancé une nouvelle gamme de lunettes cette semaine. Mais donc, c'est simplement un écran mis dans des lunettes. Ça se connecte en USB, soit sur un téléphone qui est muni d'USB. J'ai essayé sur mon iPhone, ça marche, soit sur un portable, et ça fait un écran déporté, soit en mirroring, soit en double écran, comme si vous mettiez un écran externe. Sauf que on a la vue en même temps que la vue de la personne qui est en face de nous ou du décor dans lequel on est. On peut régler l'obscurité, donc pour tout à fait se fermer, s'isoler, ou au contraire laisser ouvert pour continuer à voir les autres personnes. Et je me disais, pour des cas quand on ne dort pas tout seul et qu'on veut regarder une vidéo dans son lit par exemple, c'est génial. quand on s'embête au lit. C'est ça que je voulais dire. Quand on voyage, parce que je passe beaucoup de temps dans des trains, dans des aéroports, plutôt que regarder Netflix sur mon petit téléphone, enfin même si l'écran est peut-être la solution des gens qu'on a vus dans le train, tu vois. Exactement, pour travailler sur des choses confidentielles sans que personne le voit. Enfin, il y a des tas d'usages et ça coûte pas si cher que ça. C'est pas une baguette non plus. On parle de 500 €. Donc ça reste dans des choses abordables. Le prix d'un écran, quoi. Ouais, d'un écran moyen, et la qualité est bonne. Mon collègue qui me faisait la démo me disait, moi j'arrive à coder des heures durant avec ces lunettes là-dessus. C'est suffisamment, je les ai essayées, c'est suffisamment, comment on dit en français, crisp, détaillé, pointu, précis, pour faire une image de bonne facture, de bonne qualité. Bref, c'était une parenthèse pour dire, voilà, ça c'est un type de lunettes, et puis il y a les lunettes plus immersives qui, elles, peuvent servir soit à faire de la réalité virtuelle, c'est-à-dire on vous emmène dans un monde différent, soit de la réalité augmentée, c'est-à-dire vous voyez à travers les lunettes, mais on va supplémenter ce que vous voyez avec des informations complémentaires, et le device roi dans cette catégorie, le plus cher également, c'est celui d'Apple qu'ils ont lancé au mois d'avril, mai, le Vision Pro, et je voulais revenir dessus parce qu'il y a une news, un groupe de news qui est venu avec la conférence de WWDC dont vous avez parlé la semaine passée,
dans le dossier. Et puis, il y a des rumeurs, et d'habitude, je commente pas les rumeurs, mais comme on parlait d'objets connectés, etc., je trouvais que ça avait sa place. D'abord, ils ont annoncé visionOS 2, donc la prochaine version du système d'exploitation pour leurs lunettes, qui là, moi, pour le coup, je me laisserais bien tenter, parce qu'il y a plusieurs fonctions. Il y a des trucs anecdotiques, hein. Il y a un mode de voyage pour les trains. Alors là, j'ai ouvert, pardon, expliquez-moi pourquoi. En fait, je parlais à un collègue spécialisé dans ce qu'on appelle le spatial computing, donc l'informatique spatiale dans le sens dans l'espace, pas dans l'espace au-dessus de la Terre, mais en 3 dimensions. Oui. Et il me disait oui, parce que ces lunettes-là, ce type de lunettes, pas uniquement celle de Vision Pro, mais les Oculus ou les Quest, c'est la même chose. Elles compensent l'image qu'on voit en fonction des mouvements qu'on a. C'est-à-dire, si on est assis dans son fauteuil, les images sont fixes et ça bouge pas. En revanche, si on est dans une voiture et que ça bouge un peu, le système compense l'image, les mouvements extérieurs dans l'image pour qu'on soit pas malade, simplement. Oui, Parce que sinon, notre oreille interne nous donne des infos d'équilibre qui sont pas du tout reflétées. Et apparemment, le Vision Pro faisait pas bien ça dans les trains. Ce qu'Apple a corrigé avec visionOS 2, et donc maintenant il y a un mode voyage spécial pour les trains. Il y a aussi des API pour les développeurs, donc des fonctions que les développeurs peuvent appeler pour accéder à des fonctions plus évoluées, par exemple les enregistrer dans des systèmes de gestion de parc informatique comme les laptops et les téléphones qu'on a en entreprise, ou accéder à la caméra de devant. Au début ils avaient dit on ne peut pas, le développeur peut pas accéder à la caméra de devant parce que ça permettrait par exemple de filmer des gens à leur insu, je suis en rue et je filme. Et bien voilà, maintenant c'est débloqué, mais uniquement pour les entreprises. Donc il faut avoir un contrat de développeur, entreprise, etc. C'est pas pour tout le monde. Et le truc qui me le ferait acheter, d'abord, c'est qu'elles sont disponibles en Europe, là maintenant. On peut prendre les précommandes, ce qui n'était pas le cas non plus. Mais il y a un mode écran étendu pour connecter à son Mac. Où, en gros, on a 2 écrans de 4K devant nous et on peut disposer nos fenêtres sur ces 2 écrans et travailler à 360 degrés en voyant les applications. Et là aussi, avec une qualité d'image qui permet de travailler sur des choses extrêmement fines et extrêmement précises. À propos de précision, elles sont disponibles en Europe. Ça coûte quand même très cher. Très cher. C'est 4 000 $ pour l'entrée de gamme et c'est plus si vous voulez plus de stockage. Alors ces appareils-là, moi je les vois vraiment comme des proof of concept. C'est pour montrer au marché ce qu'il y a moyen de faire. À ce prix-là, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Moi je me laisserais tenter, mais 4 000 $, ça fait quand même c'est 2 laptops quand même, hein, deux beaux laptops. C'est 4 iPhones quasiment. Hein. Il faut... Même si il y a des développements, moi j'ai vu ça cette semaine, je suis un peu dans mon domaine, où M6 a annoncé qu'ils avaient une version de leur plateforme, je mets des guillemets, nouvelle plateforme M6+, était désormais disponible également dans Vision Pro. J'ai trouvé ça, voilà, c'est quand même un développement qui a dû coûter quand même, qui est relativement coûteux. Enfin, c'est une extension de ce qui existe déjà, de leur application. C'est ça, une application iOS ou Apple TV, ça se porte sur visionOS très facilement tant qu'on reste en 2D. Ce qui est compliqué, c'est quand on introduit la 3D. Là, évidemment, ça s'adresse quand même à des gens qui vont payer 4 000 € pour un casque. Je pense qu'à ce moment-là, ils peuvent se payer une autre plateforme qu'M6, quoi. Je veux dire, je veux pas critiquer, mais... Il faut vraiment voir cet appareil comme un appareil de proof of concept pour les développeurs. Voilà, c'est un development kit. Je vous mets ça dans les mains de vous, les développeurs. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Imaginez, créez, inventez et créons un marché pour ça. Mais à ce prix-là, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Ce qui m'amène à passer au second point, qui est la rumeur de cette semaine. Et la rumeur de cette semaine, c'est qu'il n'y aurait pas de Vision Pro. Donc Vision Pro, c'est l'appareil. VisionOS, c'est le système d'exploitation. Hein. Séparons bien les deux. Vision Pro, il n'y aurait pas immédiatement de Vision Pro 2, comme on s'attendait, comme ils font tous les ans à peu près un refresh matériel, mais Apple travaillerait sur une Vision Pro, pas Pro, une Vision normale, un peu moins chère, une Vision Pro SE, une Vision SE, où l'idée c'est d'enlever certains composants extrêmement chers, peut-être pour mettre des écrans un peu moins de bonne qualité, ou un peu moins de capteurs, ou un peu moins de caméras. Il y a une quantité de caméras incroyable dans le Vision Pro, en avant, en arrière, au-dessus, en dessous, à travers, enfin par tous les côtés.
côtés, il y a des sensors dans tous les cas. Donc, diminuer la quantité de sensors, la qualité de capteurs pour faire quelque chose qui soit plus abordable pour le grand public, quitte à renier un peu sur les fonctionnalités. Et là, on parle d'un price point qui serait à 1600, donc $1,600 à peu près. Ce qui deviendrait beaucoup plus accessible. C'est le prix d'un gros iPhone, d'un gros laptop. Alors, c'est pas encore pour monsieur et madame tout le monde. Un très bon écran. Un très bon écran. Moins inaccessible, quoi. Mais c'est moins inaccessible, c'est ça. C'est plus le truc qu'on pourrait éventuellement. Alors, plus de gens pourront se le payer, c'est clair, à 1,600 qu'à 4 000. Mais il y aurait encore beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on enlève, parce que cet appareil semble tellement bien fait de par les gens qui l'ont eu en main. On va l'amputer de quelque chose. Il va falloir faire un tout petit peu moins, et quitte à reprendre le développement d'une Vision Pro 2 pour plus tard. On n'a pas dit que le projet est au frigo. On dit juste que maintenant que les applications commencent à apparaître, que les développeurs commencent à voir les usages de ces choses-là. En retail, il y a des choses assez fabuleuses. J'ai vu des trucs des vendeurs de cuisine, un vendeur de cuisine où on peut se voir chez soi. Je sais pas comment ils font. Ils enlèvent les meubles de cuisine réels et ils projettent la vision de ce que serait ta cuisine, et tu peux te balader dedans. Est-ce que c'est comme l'information au début où on parlait d'intelligence artificielle, où il y a des petits bonshommes qui rentrent en fait réellement de chez toi et qui cassent les meubles pour les reconstruire après, ou est-ce qu'il y a vraiment des roms pour faire le lien avec l'autre? Mais voilà, c'est un mouvement, c'est un domaine en pleine mutation, en pleine évolution. Et là, j'ai parlé d'Apple parce que voilà, c'est ce que je connais le mieux. Mais Microsoft et Meta ne sont pas en retard là-dessus non plus. Alors, ne sont pas en reste, merci. Ce qui semble avoir disparu des radars de tout le monde, c'est le métavers, c'est ce monde. Mais il y a plein d'autres usages de ce genre de lunettes, pas uniquement pour les films spécialisés, ni pour les jeux, mais même au quotidien, au retail, pour travailler, pour s'amuser, pour regarder des films, pour échanger des choses en famille, par exemple. La réalité augmentée à son salon, je le savais pas moi, mais il paraît que ça existe. David voulait rajouter un truc, juste pour perturber. Oui, en fait, j'avais un sujet qui allait être inséré, mais je pense que c'est mieux de l'insérer avant de parler du salon. Okay. Une autre news, je pensais en parler après le salon, mais je pense que c'est mieux d'en parler maintenant. Non, mais vas-y, parce qu'en fait, changeons la conduite. Une news cette semaine. Soyons fous. Non, on s'est pas changé. En fait, Sébastien parlait du Vision Pro et je suis tombé sur une news cette semaine-ci qui parlait du travel mode du MetaQuest 3. C'est très similaire à ce que Sébastien vient de dire. Et en fait, c'est un article qui est écrit par un éditeur en chef de chez Tom's Guide, qui a testé ça lors de son voyage pour le Computex 2024, où il a eu un voyage de 15 heures et il a testé ce travel mode. Et en fait, il en était très content. Et d'ailleurs, pour parler du Vision Pro, il avait eu l'occasion de tester le Vision Pro lors d'un voyage au mois de mars. Il n'avait pas été super convaincu, mais il paraît que les problèmes étaient des problèmes software qui ont été corrigés entre-temps. Donc ça, c'est à retester. Et il disait, les avions, à moins d'être en première classe, on a un petit écran devant. Ce n'est pas l'image n'est pas géniale. Quand le voisin dort, il est gêné par la lumière. Tout le monde voit ce qu'on fait. Si on joue à un jeu, si on est en train de regarder un film, le voisin peut regarder ce qu'on fait. Et là, ça lui permet de mettre son casque de réalité virtuelle ou en réalité augmentée et d'avoir un grand écran, d'avoir une bonne image, de pouvoir également travailler. On parlait de de pouvoir travailler sur quelque chose sans que le voisin regarde. La personne voit son écran qui est devant lui sans que le voisin puisse voir qu'il est en train de faire. Il a écrit des articles. Il était très très content de l'expérience. Et le travel mode de Meta. Meta avait d'ailleurs déjà rajouté une modification qui permet d'utiliser le casque couché. Ce qui n'était pas le cas au début. Donc, ça posait quelques petits problèmes. Maintenant, on peut l'utiliser couché, mais également en avion. Et ça compense pour les vibrations et pour les turbulences. Donc, ça marche très bien. Ça marche très bien avec les commandes
avec les mains. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une fonctionnalité expérimentale. Donc pour ceux qui ont un MetaQuest, il faut aller dans le menu expérimental pour activer ce travel mode. Je l'ai pas encore testé parce que je n'ai pas voyagé depuis que j'ai lu l'article. Je l'ai lu en fait hier. Mais ça a l'air très très intéressant. Tu nous en diras des nouvelles à ton prochain passage en Belgique. Voilà. Tu auras tout le temps de tester. Oui, je le testerai donc, sans faute. Voilà. Je disais donc que ces fameuses lunettes à réalité augmentée ont leur salon à Long Beach et que tu pouvais nous en parler, David, ou en tout cas relever quelques faits, quelques news qui te semblent intéressantes dans ce qui a été présenté jusqu'à présent. Ça s'appelle AR Expo, si je ne m'abuse. Le AWE, l'Augmented World Expo, qui était la 15e édition, qui s'est déroulée du 18 au 20 juin à Long Beach. Dans le passé, je pense que c'était à Los Angeles. Long Beach, c'est Los Angeles. Oui, c'est la plage de Los Angeles. C'est une des plages. Oui. Ah, parce que j'ai cru lire qu'ils ont déménagé de la Silicon Valley vers Long Beach. Ou alors c'est... Ouais. Voilà. Ouais, bon, peu importe. Pour moi, c'était hier, parce qu'ici, on est le 21. D'accord. Vous êtes le 20, je suis le 21. Bon, pour moi, c'était fini. Ah, c'est déjà la fête de la musique. Mais c'est vrai. Et donc lors de cette édition, ils ont dévoilé pas mal de petits produits très sympathiques, dont par exemple des chaussures VR de Freeham qui permettent de simuler une course sur place. Donc on fait de la course sur place avec les chaussures, ça permet de simuler ça. Il y a eu d'autres produits qui étaient intéressants, le X-Reel, le X-Beam Pro, qui est un dispositif compagnon pour lunettes de réalité augmentée. Donc ça permet d'ajouter une dimension 3D aux applications Android. L'appareil permet également de monter des vidéos spatiales en Full HD avec deux caméras 3D deux caméras de 50 millions de pixels qui permettent de reconstruire une image stéréoscopique. Il y a des applications Google Play, services de streaming, plateforme de jeux dans le nuage. Ils travaillent main dans la main avec Nvidia, avec leur technologie Cloud XR, donc réalité augmentée dans le cloud. Ils ont une plateforme qui tourne sur un Snapdragon de Qualcomm, ce qui est utilisé également dans le MetaQuest. Ils travaillent également en collaboration avec Amazon Web Services pour renforcer les capacités de cloud. Donc ça permet de faire un affichage spatial en 3DOF et en 6DOF, donc les 6 axes de mouvement, pour avoir une navigation très fluide. Voilà, donc ça a l'air assez sympathique. Ce n'est pas trop cher. J'ai vu que le prix annoncé était de $199. Il y a également une version entreprise qui va être également disponible. Le salon a également parlé de jeux en réalité augmentée, comme par exemple il y a un jeu qui est Arkham Asylum Files, qui est un jeu enrichi avec des objets tactiles, donc en réalité augmentée. Voilà, ça c'est les quelques objets qui m'ont attiré l'attention. Bien sûr, on a déjà parlé de l'anneau, donc on va pas. Ouais, non, on va pas mettre. Il y a une liste lourde comme le bras, et je comprends qu'on s'y perde un petit peu, parce que en plus ils ont fait ça un peu comme des cochons, si je puis dire, parce que on a une liste avec chaque fois des liens vers un répertoire dans lequel se trouve le communiqué de presse du produit, etc. Donc il faut quand même faire ses propres recherches, mais ça a l'avantage d'être complet. Par ailleurs, on vous met évidemment la liste des annonces de ce salon dans les notes du podcast, comme on le fait chaque fois d'ailleurs, et là vous trouverez certainement des choses que vous ne connaissez pas encore ou des nouveautés.
qu'on ne voit peut-être pas partout, qui n'ont peut-être pas été encore reprises par la presse spécialisée. Donc ça vaut quand même le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette liste assez longue, il faut bien le dire. Il y a même les contacts presse, si vous voulez vous prendre contact avec les boîtes en question. Donc voilà, à jeter, pas à jeter à la poubelle, mais aller jeter un œil, c'est le cas de le dire, sur ces différents appareils, ces différentes nouveautés. Moi, je pense qu'il y a, à vie personnelle, je pense qu'il y a quand même 80% de gadgets encore maintenant qu'on verra, qui vont très très vite disparaître parce que trop cher ou pas efficaces, etc. Et puis il y a quand même 20% d'objets un peu plus coûteux peut-être plus étudiés et qui ont peut-être un avenir et qui vont durer dans le temps et qui ont déjà des fonctions établies. Enfin voilà, c'est un avis personnel. On verra si l'avenir me démentira ou pas. Mais en tout cas, comptez sur nous pour continuer à en parler parce que je sais que David, par ailleurs, est assez fan du principe et de l'autre côté, quand on parle de bagues et d'anneaux, on sait aussi que notre camarade Sébastien, lui aussi, expérimente. Donc, on aura encore l'occasion d'en parler, j'imagine, à la faveur de la sortie peut-être de nouveaux appareils, d'évolutions futures et autres. On arrive au bout de cet épisode, un peu plus long que d'habitude, si je dis pas de bêtises. Oui, il était un peu plus long, on peut le dire. Merci à tous les deux, merci David, merci à Sébastien. On va se retrouver, je sais pas quand, très bientôt. On est en fin de saison, il nous reste un épisode. Je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, on passera un peu plus d'une heure en compagnie d'Aurélien et de Thierry, puisque c'est eux qui, depuis maintenant 3 saisons maintenant, clôturent les saisons. Voilà, c'est un peu leur... chaque fois, ils s'y collent, et tant mieux, et ça nous fera plaisir de les retrouver la semaine prochaine. Passez une excellente semaine, et on se dit donc à très bientôt. Salut. Bye bye.